Bonsoir, chers téléspectatrices, téléspectateurs de Zouk Télévision. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire consacrée à la réflexion politique que nous proposent les chroniqueurs que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau. Et donc, comme d'habitude, un plateau relevé avec des personnes expertes, à l'œil aiguisé, qui vont nous permettre de comprendre les thèmes qui nous ont été proposés par Manuela. Et donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Branchi, rédacteur en chef du journal Justice et communiste un jour, communiste toujours, j'aime bien le taquiner. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je dois vous dire que j'ai rencontré, comme d'habitude, beaucoup de personnes, mais j'ai rencontré en particulier une dame qui nous a félicité pour cette émission, qui nous dit qu'elle a suivi une personne qui a dans les 50-55 ans, avec son mari. Elle suit régulièrement l'émission de Zouk TV et elle m'a posé une question qui était un peu adressée. Elle n'a pas très bien compris les échanges que nous avons eus sur la question de la gouvernance. On te rappelle de ça? Bon, si on peut y revenir. Bon, voilà. Donc, alors, je suppose que je dois me demander quelle est mon actualité. Bon. Mon actualité, c'est dans le prolongement un petit peu de ce que nous avons déjà esquissé la semaine dernière. C'est la manière dont a été traitée la journaliste Barbara Olivier Zandonis pour avoir, questionné un peu. Alors, Jean-Michel Apathy, le chroniqueur en France, a dit un peu sèchement. Bon, peut-être un petit peu sèchement. Jordan Bardella, mais en s'appuyant quand même sur des faits, des déclarations de Jordan Bardella, qui disait la France ne doit pas être considérée comme un hôtel 5 étoiles par les immigrés venant d'Afrique noire. Est-ce que les trottoirs et les logements de fortune dans lesquels on parque les immigrés autour de Pas-de-Calais, Paris, est-ce que ce sont des hôtels 5 étoiles? Et le gars a réagi en disant, quelle est la carte du parti que vous avez? La carte de presse. Est-ce que vous avez une carte de presse? Carte de presse. Et quelle est la carte du parti que vous avez? Voilà. Bon, donc, et elle a été suspendue. Elle a été suspendue des journaux, dans la présentation des journaux du week-end, sur RCI Guadeloupe. Oui. Mais on va en parler, c'est un thème qu'on va aborder. Oui. Ben voilà. Alors nous avons trouvé ça un peu fort de café, d'autant que, précisément, elle est allée à l'encontre de l'opération de diabolisation, normalisation du Rassemblement national, c'est tout. D'accord, très bien. Voilà. Bon, on en reparle si tu veux bien. Ouais. Bon. Bertrand Lubin, cher ami, bienvenue. Donc je rappelle que tu es docteur en droit public, enseignant à l'université, et on a toujours plaisir à t'accueillir pour ton éclairage juridique. Donc voilà, je te demande quelle est ton actualité. Bienvenue, bien sûr. Alors, merci. Donc c'est toujours avec plaisir que je me joins à vous, parce que ce sont des moments d'échange intellectuel, je dirais, sans prétention aucune. En tout cas, c'est surtout parce qu'on a le temps dans cette émission de développer une réflexion. C'est surtout ça qui est effectivement fondamental. Mon actualité, elle est banale, j'ai envie de dire. Parce que, des copies. Pour vous donner une idée, à partir du 22 janvier, il va falloir que je corrige 355 copies à remettre avant la fin de l'année. Bon. Donc c'est un petit peu ça mon actualité qui véritablement m'accapare. Et j'avoue que je n'ai pas eu le temps de suivre de manière approfondie l'actualité. Donc je vais tâcher de répondre, donc effectivement d'apporter une réflexion sur les différents sujets que nous allons aborder ce soir. Voilà, très bien. Merci pour ta contribution. Raphaël Géminon, merci d'être là. Trop rarement présent sur notre plateau, mais je sais que tu as beaucoup d'activités. Bienvenue, et ton actualité, s'il te plaît. Alors, excusez-moi, mais j'ai une extinction de voix. C'est la grippe qui veut me terrasser, mais je vais terrasser la grippe avant elle.
L'actualité, à mon avis, c'est cette interview de Barbara Olivier Zandronis. Moi, je pense que c'est extrêmement important que nous puissions nous positionner par rapport à ce qui s'est passé et que nous puissions avoir un avis très précis, surtout face à un représentant du Front National, Rassemblement National aujourd'hui, parce que nous sommes dans le cadre d'une dédiabolisation qu'ils veulent crier haut et fort, mais bon, il faut que nous soyons face à ça et que nous dénoncions effectivement cette attitude-là. Donc je pense que c'est très bien. Et puis l'autre élément, c'est la loi sur l'immigration. Il ne faut pas qu'on imagine simplement, parce que nous avons une carte d'identité nationale, que nous sommes à l'abri de ce genre de choses. Parce que ce qui se prépare là, évidemment, c'est l'arrivée du Front National en France. J'espère que je ne suis pas un oiseau de mauvais augure en disant ça, mais c'est une réalité qu'il nous faut prendre en compte. Si jamais le Front National arrive au pouvoir en France, nous aurons des soucis à nous faire. Donc moi je pense qu'il faut... Mais c'est à l'ordre du jour de notre discussion, mais il va falloir qu'on discute de ça de manière très claire. D'accord, très bien, merci. Et bien évidemment, la charmante et intelligente Béatrice Bellé. On va le dire dans l'autre sens. Dans l'autre sens, voilà. Béatrice Bellé, merci d'être là. Présence féminine de combien appréciée par les téléspectatrices et téléspectateurs. Je le dis parce que, bon, par mon intermédiaire, on te fait beaucoup de compliments. Merci. Et merci d'être là. Et donc, je vais te demander ton actualité. Donc, première secrétaire de la Fédération socialiste de la Martinique. Bonsoir à tous sur le plateau et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Et merci, c'est vrai, merci beaucoup de tous ces mots d'encouragement, de toute cette bienveillance qui est portée à l'endroit de chacun d'entre nous sur le plateau. Beaucoup de personnes reviennent vers nous pour nous dire à quel point, pour eux, ce moment est un rendez-vous aussi pour eux. Ils ont rendez-vous avec nous tous les vendredis surtout. Et ils prennent le temps, parce que c'est vrai que c'est une émission dans laquelle on prend le temps. Et donc les gens aussi prennent le temps d'écouter. Et merci vraiment pour tout cela. Merci aussi pour les éléments que vous nous apportez et qui nous permettent de développer des sujets. Parce qu'on se fait fort aussi de ne pas partir bille en tête sur des sujets divers et variés. Et je veux dire aussi qu'on est parfaitement ouvert au contradictoire et que quand des nouvelles informations nous viennent ou des informations qui viennent compléter nos propos, nous sommes en capacité d'en prendre connaissance et de prendre le temps de développer. Et je veux dire que sur les affaires de prescription acquisitive dont nous avons notamment parlé la semaine dernière, pour lesquels j'ai fait un gros coup de gueule qui a été transmis un peu partout d'ailleurs, je maintiens ce que je dis. Je maintiens le fait que les Martiniquaises et les Martiniquais doivent être vigilants sur les pratiques qui peuvent avoir lieu en Martinique en matière foncière. Je veux dire aussi qu'il y a des personnes qui peuvent être des victimes de bonne foi d'un certain nombre d'actes, c'est-à-dire qui se retrouvent en bout de chaîne à être en tout cas dans des positions compliquées, difficiles, parce qu'elles ont été victimes d'actes finalement délictueux successifs, mais elles sont de bonne foi. Donc ça, je voulais le dire également pour que les personnes ne pensent pas que nous choisissons des camps lorsque nous portons des sujets. La plupart du temps, c'est pour éclairer sur certaines choses. Mon actualité, évidemment, c'est cette période qui est une période particulière, parce qu'en général, là, on arrive en période de fête. Donc, pour moi, c'est quand même toujours la tradition qui prime. Jambon de Noël, boudin, pâté, cochon, voilà, la recherche des meilleurs ignames, tout ça, couche-couche, tout ça. Ça, c'est une règle. Un bon Noël pour moi, sans cochon roussi, sans jambon, ça n'existe pas sans ça. Donc, ça fait partie de ça. Et puis, des actualités, par contre, c'est vrai. Une actualité un peu prégnante, vous le savez peut-être, mais nous n'étions pas nombreux. Mais j'ai été faire un accueil particulier à Jordan Bardella, pas pour l'empêcher de parler, mais pour lui faire savoir que tous les Martiniquais n'étaient pas satisfaits de sa venue et des tapis rouges qui lui étaient déployés. Et je pense que même si nous n'étions pas nombreux, en l'occurrence nous étions 2 femmes, on nous a d'ailleurs envoyé vigile, machin, nanana, nous pas tes peines, nous aller devant la télé publique. Il faut répéter
qu'on n'empêche pas les gens de parler, mais puisque la démocratie, c'est de les laisser parler, nous avons aussi démocratiquement le droit de dire que certaines présences nous dérangent. Bon. Et moi, la présence du Rassemblement national, ici, avec un tapis rouge, ça me dérange. Ça qui n'est pas content, tout fait. Mon cas dit ça, tout bonnement. C'est tout. Voilà. Je n'ai pas plus d'explications que celles que nous avons déjà données sur le sujet à faire, sauf sur les sujets que nous allons aborder. Et puis, deuxième actualité, mais peut-être qu'on va en parler, c'est également la venue du président Patrice Talon du Bénin, qui fait polémique. Je l'ai rencontré pour ce qui me concerne ce matin. Et si tu en fais un sujet, oui, je prendrai plaisir à vous développer ce que nous sommes dit, puisque nous étions un petit groupe. Ce qu'il nous a dit aussi, je l'ai averti. Je lui dis que j'étais féru de ma liberté et de la démocratie, et qu'ici nous étions en pays démocratique. Donc je n'ai pas pu enregistrer les propos que nous avons échangés, puisqu'on nous a demandé de bien vouloir couper les portables. Mais par contre, ma bouche n'est pas verrouillée, puisque la démocratie me permet de parler. Bon. Donc je vais raconter ce qui s'est passé ce matin dans un échange que plusieurs d'entre nous avons eu avec le président Talon. Très bien. Voilà, écoutez, c'est sur ces propos introductifs, liminaires de nos chroniqueurs que nous allons démarrer l'émission. Je vous remercie effectivement pour les retours très bienveillants et presque élogieux. D'ailleurs, je vous en remercie. Et concernant notamment l'ambiance, la convivialité qui règne, et puis j'ai envie de dire la table créole. On n'est pas tous d'accord, mais on dit les choses avec la bonne humeur et le respect et la courtoisie qui se voit sur le plateau. Voilà ce que je voulais dire. Donc nous allons, puisque vous avez démarré avec l'affaire entre guillemets, avec le fait que Barbara Olivier Zandrounis de RCI ait été rétrogradée non plus journaliste mais reporter, consécutivement à l'interview musclée, en tout cas robuste, qu'elle a menée face à Jordan Bardella. Et c'est selon les déontologues journalistes que j'ai entendus, elle a mené cet entretien-là en posant des questions et en ne laissant pas l'interviewer dans sa zone de confort pour l'amener à aller au bout de sa pensée. Et ça l'a fortement déplu. Et ne voilà-t-il pas que RCI Guadeloupe prend une sanction contre elle. Alors je vais commencer par Michel, puisque tu as voulu dire quelques mots, donc on va développer là-dessus, on va poursuivre dessus. Oui. Alors, nous avions plus ou moins déjà senti ce problème de tapis rouge déroulé à l'occasion de la visite de... Mais ce n'est pas seulement ici en Martinique. D'une manière générale, c'est pour ça que le problème nous paraît sérieux. D'une manière générale, il y a une certaine complaisance, pour ne pas dire une certaine complicité, des grands médias français à l'égard de l'extrême droite, ce que nous nommons, nous, au Parti communiste martiniquais, le néo-fascisme. Pourquoi néo-fascisme? Le fascisme, ça consiste à désigner des boucs émissaires dans un pays capitaliste en crise, comme l'était l'Allemagne des années 30. L'Italie. À l'époque, les boucs émissaires, c'était les Juifs. Et d'une manière générale, les étrangers. Bon. C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle en France. Les difficultés de la sécurité sociale, les difficultés en matière de retraite, les difficultés en matière de pouvoir d'achat, les coupes sombres dans les budgets sociaux, c'est parce que il y a des étrangers qui viennent en France pour pouvoir... donc, dévoiler ce discours et montrer le caractère fallacieux de ce discours, c'est à mon avis le rôle de l'information. Et ce qui s'est passé en Guadeloupe est particulièrement dangereux parce que cette journaliste
documentée. Alors, elle ne s'est pas contentée, comme l'a accusé sa direction, de faire un débat. Bon, en affirmant ses positions anti-Rassemblement national, ce qui, effectivement, n'aurait pas été dans la déontologie journalistique. Elle s'est appuyée sur des déclarations bien ciblées de son interlocuteur pour pouvoir démontrer le caractère xénophobe de son raisonnement. Et c'est ça qui a été sanctionné. Et c'est en ce sens que nous pensons que ça dépasse le cas de la Guadeloupe. Ça s'est passé en Guadeloupe, mais c'est... Bon. En Martinique, j'ai regardé une émission de Martinique Première. Bon. La journaliste, quand même, a eu le courage de poser la question sur ce qu'on appelle l'article 55. Alors, nous savons ce que c'est. L'article 55 du budget de l'outre-mer, c'est un article qui visait à accorder des aides financières à tous ceux qui, en France, voudraient s'installer dans les pays d'outre-mer. Alors, dans les pays d'outre-mer, c'est non seulement les DOM, mais les COM. Ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà connu. Oui. Alors, les DOM, c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Martinique. Et les COM, c'est les autres pays d'outre-mer, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Bien. Et l'intéressé a bredouillé en disant qu'il ne savait pas ce que c'était que l'article 55. Elle ne s'est pas démontée. Elle ne s'est pas démontée. Bon. Autrement dit, on nous envoie quelqu'un, c'est un sujet qui intéresse au plus haut point les parlementaires, parce que c'est quand même les parlementaires d'outre-mer qui ont soulevé cette question. Et les parlementaires de tous les bords politiques, y compris ceux qui soutiennent la majorité actuelle. OK ? Bon. En tout cas, cette affaire nous paraît symptomatique de l'état d'esprit actuel. Et je crois que nous devons, dans une émission politique, soutenir les journalistes qui ont le courage de poser les questions au risque. Parce que là, bon, elle est sanctionnée. Elle n'a pas été licenciée. Non. Bon, mais elle est sanctionnée. Mais s'il n'y avait pas de réaction, ça pourrait aller jusqu'au licenciement. D'accord. Très bien. Ouais. Bertrand, donc je te sais attaché à la liberté de parole et puis le juriste que tu es connaît mieux que moi l'opinion publique, jugement, valeur, conviction, et c'est autour de ces débats-là, autour de la lecture des journaux, notamment lors de la Révolution française, la lecture des journaux pour les personnes illettrées, qu'on réussissait à permettre aux gens de connaître l'actualité et de se faire un point de vue, sinon une opinion. Et donc là, la décision d'ailleurs c'est un petit peu surprenante par rapport à une interview simplement. Qu'en penses-tu? Alors, je ne connais pas le détail, je n'ai pas eu l'occasion donc d'écouter effectivement l'interview. Moi, je prends une position de principe, ceci est inenvisageable, c'est inadmissible effectivement qu'on puisse prendre des mesures de rétorsion à l'endroit d'une journaliste qui a fait son travail. Moi, je reste donc à ce niveau de principe et ma réflexion est toute simple. Moi, c'est la démocratie qui m'intéresse dans tout cela. Parce qu'effectivement, c'est quelque part la démocratie qui était menacée par un parti qui n'est pas un parti démocrate dans sa philosophie, dans son fonctionnement, mais qui profite justement de la démocratie. Et là où ça devient inquiétant, au-delà donc du cas du Rassemblement national, puisque c'est le Rassemblement national, c'est un phénomène qui, quelque part, essaime sur cette planète, où on constate effectivement que des partis qui ne sont pas des parangons de la démocratie... Alors explique parce qu'ils vont aux élections quand même. Oui, alors, il y a beaucoup de pays, effectivement. C'est peut-être là les limites de la démocratie. Effectivement, il y a un certain nombre de pays qui pratiquent la démocratie formelle.
C'est-à-dire le fait qu'ils peuvent toujours avancer le principe selon lequel, effectivement, j'ai été élu. C'est le cas dans certains pays dans l'Union européenne, dont la Pologne, la Hongrie, qu'on caractérise aujourd'hui comme étant démocratie illibérale, encore des démocratures. Oui. Donc, autrement dit, effectivement, ce sont des pays où les dirigeants affichent que, effectivement, ils ont recours aux élections. Mais s'agissant de ce qu'on appelle la démocratie substantielle, effectivement, il y a beaucoup à redire. Et l'illustration, c'est le fait qu'on remette en cause les libertés fondamentales, dont la liberté, effectivement, pour une journaliste d'interroger, selon des techniques qui sont propres aux journalistes, donc d'interroger quelqu'un et en rétorsion que cette personne, effectivement, manifeste sa désapprobation. Et c'est surtout ce point-là. Donc, tu as dit tout à l'heure, il me semble qu'il faut qu'on soit vigilant. Donc, nous, principalement, particulièrement les Martiniquais, les Guadeloupéens, à l'endroit donc de ce parti qui, effectivement, caresse dans le sens du poil donc les électeurs ultramarins, on dira. Mais au-delà de cela, j'ai une crainte aussi pour la démocratie parce que ce n'est pas un parti qui se veut démocratique. Très bien, merci beaucoup. Raphaël, bouc émissaire, ils accusent les étrangers de tous les maux de la société. C'est une posture un petit peu facile. Dès lors que les choses ne vont pas, il faut chercher des coupables. Absolument. Alors j'ai regardé l'interview avec beaucoup de précision pour me faire une idée, parce que évidemment au moment où ça s'est fait, c'est comme si RCI Guadeloupe, je n'étais pas sur cette antenne-là évidemment. Donc j'ai regardé attentivement et j'ai constaté que c'était une interview très musclée, c'est vrai, mais plusieurs choses. D'abord, c'est une journaliste qui a fait son boulot, c'est-à-dire qu'elle est allée chercher les éléments d'information pour avoir une idée très précise de ce que propose le Rassemblement national, notamment au niveau européen. Et c'est pour ça qu'elle a pu coincer Bardella, parce que Bardella n'avait pas de réponse. Quand elle lui dit écoutez, mais vous n'étiez pas là lorsque on a envisagé des avancées pour les régions ultra-périphériques, et vous vous êtes bien contenté de ne pas participer. Ça veut dire que vous venez aux Antilles pour ramasser des voix, mais en fait, vous n'êtes pas des défenseurs des régions ultra-périphériques. La deuxième chose que je veux dire, c'est que, pour moi, cette sanction qui lui est appliquée est une sanction disproportionnée. On peut imaginer qu'il y ait à RCI une ligne de comportement, à savoir ne pas débattre. C'est la déontologie journalistique. Ne pas débattre avec l'interviewé, mais simplement l'interroger et puis attendre ses réponses. C'est pas ce qu'elle a fait. Elle l'a poussé dans ses derniers retranchements. Et ça, on ne peut pas lui faire le reproche. Et la troisième chose que je veux dire, c'est que sur les réseaux circule l'interview de Jean-Jacques Bourdin de Jordan Bardella. Mm-hmm. Et on voit bien que dans cette interview, Jean-Jacques Bourdin le pousse dans ses derniers retranchements et l'accuse de dire des choses fausses. On a sanctionné Jean-Jacques Bourdin? Jamais. Jamais. Sur BFM TV. Il a été sanctionné pour autre chose, mais pas pour ça en tout cas. Donc il faut qu'on s'habitue précisément face à un parti comme celui-là, qui est un parti néofasciste. Je suis d'accord avec toi, Michel, sur ça, c'est une réalité. Ce parti qui a son fonds de commerce, qui fait l'immigration son fonds de commerce, en taxant les immigrés de toutes sortes de difficultés, de problèmes posés à la France, alors que nous savons que c'est faux. Tout à l'heure, nous allons voir la loi sur l'immigration, on va évoquer ces difficultés et ces problèmes, mais nous savons très bien que c'est faux. Or, ils sont en train de surfer sur cette espèce de peur des Français qui pourraient changer de mode de vie à cause des immigrés, notamment des musulmans. Et puis, il vient ici en Martinique, en Martinique et en Guadeloupe, se disant qu'il a obtenu, Marine Le Pen a obtenu 70% des voix au deuxième tour des présidentielles et 60% en Martinique, et que là, il y a un réservoir de voix à capter. Et nous en parlerons tout à l'heure certainement. Il se trompe complètement, parce que c'est vraiment pas un vote d'adhésion. C'est clair et net. Très bien. Merci beaucoup. Je lis dans le journal Justice que pour lui, le vote pour en faveur du Rassemblement national est un acte d'amour pour la France et c'est surtout un vote d'espoir. Bon.
Béatrice, je vais te relancer en rappelant que Hitler est devenu chancelier le 30 janvier 1933, après avoir été nommé par le président Édimbourg, et il avait obtenu 33% devant le KPD et le SPD. Il avait été élu démocratiquement. L'une des premières actions, c'est d'avoir brûlé le Reichstag, c'est-à-dire le Parlement allemand. Hein. Et d'avoir attribué ce forfait aux communistes. Voilà, exactement. Donc, Béatrice, c'est sur cette introduction que je te donne la parole. Bon, encore une fois, parce que la semaine dernière, j'avais 2 coups de gueule, celui-là et puis celui du Rassemblement National. Ils sont appréciés, les coups de gueule. Oui, encore une fois, bon, Raphaël en a parlé. Enfin, il y a un moment où il faut qu'on arrête le cinéma. Ça fait un moment, CNews a créé des monstres. Voilà. CNews, cette chaîne qui a été créée par Bolloré, a créé des monstres. Et en fait, ces gens-là, Bolloré compris, sont des personnages qui se moquent ouvertement de nous. Pourquoi ? Bolloré a construit l'essentiel de sa fortune sur le continent africain. L'essentiel de sa fortune sur le continent africain. D'accord ? Dans la gestion technique et matérielle des ports. La logistique. Et la logistique des ports. Et notamment en Côte d'Ivoire. OK ? Bon. Et donc, et puis tout ça l'argent, il fait, qui ça qu'a fait, qu'a acheté des médias. Et dans tous ces médias, que ce soit avec Cyril Hanouna sur avec l'émission TPMP, que ce soit sur sa chaîne continue, CNews, ou à longueur de journée. Mais on entend les pires horreurs, au point qu'un Pascal Praud dise maintenant qu'on ne peut pas marcher le soir à Nantes, parce qu'à Nantes, le soir, il n'y a plus de Nantais, et donc on ne peut pas être en sécurité. Mais vous croyez que c'est à qui qu'il adresse ça ? Vous croyez que quand les gens se baladent, quand moi, ou toi, quand on se balade, nous, dans les rues de Nantes ou de Paris, on est pris pour quoi par des gens comme Praud ? Il faudrait quoi ? Qu'on nous mette un petit sticker français pour qu'on dise « Oh, on est les bons noirs, on est les bons... Alors Milat, en plus, qui est rentré peut-être même encore plus rapidement, parce qu'il y a qu'à son arabe. Donc, et qu'il n'y a pas de jamais arabe. Non, tout ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est qu'il faut regarder l'action de ce parti dans les différents hémicycles. Et ils sont très silencieux à dessein, volontairement. Il ne faut pas de bruit, mais ils votent des choses avec la majorité. Au Parlement européen, il se passe de voter un certain nombre de choses, ou ils votent des mesures qui sont des mesures ultralibérales. Ils ont oublié, oh tiens, de voter, étrange quand même, pour des personnes qui sont contre l'immigration. Ils ont favorisé l'idée qu'un patron pouvait embaucher sans vérifier les papiers de son salarié. Alors que la mesure était proposée pour que justement l'emploi de clandestins ne soit pas facilité. Bon, donc ces personnes-là sont les pires populistes qui existent. Ils caressent les peurs, ils caressent les haines, ils caressent l'aigreur et ils font évidemment leur profit politique sur les périodes de crise. Et nous sommes en période de crise. Absolument. Voilà. Donc il faut que nous ressaisissions. Et puis moi, j'appelle quand même mes compatriotes, quand on entend que l'extrême droite arrive, en tout cas, si ce n'est pas un vote d'adhésion, mobilisons-nous pour dire quand même que ce ne sont pas des idées auxquelles nous croyons et que ce ne sont pas des idées auxquelles nous adhérons. Celle de la xénophobie, du racisme globalement et de l'homophobie et de tout ce qui va avec. Voilà, merci. Très bien. Donc voilà, sur les mots de Béatrice, on change de sujet, mais je voulais quand même préciser que le populiste, il explique simplement des choses très complexes et c'est ce qui fait sa force et c'est pour ça qu'il est écouté. Et propose des solutions simplistes. Et puis voilà, il propose des solutions simplistes. Oui, vas-y. Juste sur Barbara Olivier Zandronis, oui. Évidemment, je le dis, c'est pas nous avons été les premiers à sortir un communiqué de presse, mon camarade et homologue de Guadeloupe et moi-même, sur cette histoire. Alors, juste pour dire la gravité, c'est grave parce que on ne sanctionne pas sans procédure. Ok ? Donc parce que tu as parlé de sanction, à juste titre, c'est une sanction. Alors que la rédaction dit que ce n'en est pas une. Merci. La question qui se pose, sur quoi la dame a-t-elle été embauchée ? Est-ce qu'elle a été embauchée pour faire le journal ? Ou est-ce qu'elle a été embauchée pour être pigiste ? Ou juste pour être dans la rédaction ? S'il a été embauché pour faire le journal et qu'on lui retire, c'est un élément substantiel de son contrat.
D'accord? Et donc, ça doit se faire dans le cadre d'une procédure. Et si c'est une sanction, la sanction doit lui être notifiée. Et si elle doit lui être notifiée, ça veut dire qu'au moment où on la lui notifie, elle doit pouvoir être accompagnée de syndicats ou d'un représentant ou de quelqu'un, d'un conseil. Bon, jusqu'à maintenant, je ne crois pas que ça a été fait. Peut-être qu'elle lui a été notifiée. Bon. Mais qu'en plus, ça se passe au lendemain à peine de la visite de l'intéressé Bardella, à mon sens, c'est très grave. Mais ce qui est encore plus grave, bon, c'est que cette sanction soit prise ici, sur les terres antillaises. Et qu'aujourd'hui, mais je la regarde en face, je dise à Alexandra Élysée, prenez vos responsabilités. Comment vous pouvez aujourd'hui tolérer qu'après le passage du Rassemblement national, il se passe ça avec une journaliste. Aujourd'hui, Le Monde en parle, tout le national en parle, l'AFP en parle, Mediapart en parle. Pas que des médias de gauche, des médias de droite même en sont quand même étonnés. C'est gravissime, gravissime ce qui s'est passé. Et moi, j'appelle à la responsabilité quand même des rédactions. Ça suffit. Ça peut pas passer crème. Et faire de l'aplat-ventrisme, parce que c'est ça, il y a plat ventre. Parce qu'il y a peut-être qu'a dit que peut-être c'est Muntala qui est au pouvoir dans peu de temps. OK? Eh bien, ce n'est pas notre vision des choses. Notre vision, c'est la résistance face à ce type d'oppression et d'oppresseurs intellectuels, mentaux et politiques, parce qu'on voit ce que ça donne dans toute l'Europe. Très bien. Merci beaucoup pour... Oui, pardon, mon nouveau coup de gueule. Ton plaidoyer. Voilà. Autre thème donc qu'on va aborder, c'est la visite du président du Bénin, qui est de passage, et là encore, qui a suscité quelques réactions. Donc, c'est une visite à la faveur donc d'une invitation j'ai envie de dire, d'un amateur d'art, à la personne de Bernard Ayotte. Et puis, il est passé par la collectivité territoriale, il a visité le président du conseil exécutif. Mais donc, ça a suscité pas mal de réactions. Donc, je vais me retourner vers Michel pour lui demander son point de vue là-dessus. Bon, mon point de vue, c'est que le motif principal de cette visite, c'est la présentation d'une exposition sur l'art béninois contemporain. C'est-à-dire que les artistes, les nombreux artistes qui font partie de ce, je crois qu'il y en a 43, je crois. 48. Bon, qui ont contribué à cette exposition, se sont inspirés des œuvres du Bénin et de la philosophie, du style ancien, et même des trésors culturels du Bénin, dont une partie a été restituée par la France depuis 2017, je crois, depuis 2017, pour pouvoir réaliser cette exposition. C'est d'abord ça. Bon. Alors, ceux qui s'étonnent de cette visite disent que le lieu est mal choisi, qu'il s'agit d'une habitation, et que les habitations, c'était le lieu où se pratiquait les sévices et la torture. Les sévices, enfin, la torture et l'esclavage. Bien. Bien. Moi, de ce point de vue-là, on peut effectivement penser qu'on aurait pu choisir un autre lieu. Je ne sais pas moi. Le hall, tiens, il est allé à la CTM, le grand hall de l'Agora de la CTM, par exemple. Ou bien... la Villa Chantecler, en fait. La Villa Chantecler, ou l'Atrium, ou Madiana. Peut-être d'autres lieux qu'on aurait pu choisir. Donc, mes réflexions se limitent à ça, en ce sens que la décision, je ne sais pas comment ça s'est négocié ce voyage. Bon, la décision a été prise. Qui a choisi le lieu de cette exposition? Mais ce qui est
réel, c'est qu'il y a une partie de nos compatriotes qui sont heurtés par le lieu de cette exposition et qui estiment que ça aurait dû se faire ailleurs. Moi je pense qu'effectivement, qu'on aurait pu choisir un autre lieu moins symbolique. Très bien, d'accord. Voilà. Bertrand, un petit mot? Je n'ai pas d'avis particulier, mais j'avoue que je vais complètement reprendre à mon compte ce que vient de dire Michel sur la question du choix du lieu. Il y avait peut-être matière, effectivement, à choisir un autre lieu et qui soit, effectivement, symbolique de la période de l'ignominie que nous connaissons, dans ce qui fait partie de notre histoire, parce que moi j'appelle ça l'ignominie. Donc il y avait peut-être matière à choisir un autre lieu pour une visite aussi symbolique soit-elle. Donc, établir des liens avec le Bénin. Nous avons donc un prince du Bénin. Et effectivement, donc ici, c'était effectivement, ça fait partie des choses que. Du reste, il me semble que la CTM avait peut-être un rôle autre à jouer. Parce que pour moi, cette collectivité qui est la collectivité majeure, donc aujourd'hui en Martinique, a une mission fondamentale qui est d'instituer cette société martiniquaise. Et donc, cette visite aurait pu contribuer à ce processus d'institution de la société martiniquaise. D'accord, très bien. Raphaël, il y a aussi une polémique sur Amnesty International qui dit que le Bénin est en train d'organiser un tourisme mémoriel avec des fonds qui seraient venus de l'UNESCO pour permettre l'aménagement du front de mer de manière à gagner de l'argent aux dépens des habitants sans véritablement les dédommager. Enfin, est-ce que tu as entendu parler de cette polémique-là? Non, pas du tout, pas du tout. Mais je préfère parler de la réaction de Serge Letchimy concernant l'invitation faite par Bernard Ayotte à l'invitation Clément pour l'inauguration de l'exposition autour de l'art. Qu'il n'y va pas. Oui, justement. Et justement, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il a décliné l'invitation. Plus précisément, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des éléments de contexte qu'il faut rappeler. Le Parti progressiste martiniquais, Aimé Césaire, Serge Letchimy, Camille Darcière, etc., ont eu l'occasion d'inviter la communauté béké lors de la commémoration du 22 mai, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage. Cette communauté a été fortement représentée chaque fois. Ça s'est passé 2 ou 3 fois, si mes souvenirs sont bons. La démarche, une démarche qui est une démarche proactive, permettait de mettre en marche une sorte de réconciliation entre les communautés, la communauté béké et la communauté des Noirs. Deuxièmement, Aimé Césaire a eu l'occasion d'aller à l'habitation Clément pour planter un coup au baril. Là encore, c'est un symbole de la réconciliation, permettre effectivement que les communautés se retrouvent et puis dans une certaine sérénité, dans une certaine paix. Sauf que le contexte d'aujourd'hui est différent, complètement différent. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un grave problème, c'est le problème du chlordécone. Les tenants du foncier en Martinique, les grands propriétaires terriens, sont à l'origine, évidemment, de cet empoisonnement de nos terres. Il y a 40% de nos terres qui sont empoisonnées, avec des plans chlordécone qui nous sont proposés et qui ne nous offrent pas de solution. Avec un non-lieu qui a été prononcé par les tribunaux, et on sait comment les tribunaux font la défense de certaines communautés. On sait très bien que certaines communautés ont leurs entrées un peu partout. Et donc, c'est une difficulté. Je dis bien que le contexte a changé. Le deuxième élément que je veux rajouter, c'est que vous savez que la CTM est aujourd'hui en train de faire une recherche effrénée de terre, 1000 hectares, pour installer nos jeunes agriculteurs. Les propriétaires terriens principaux sont les mêmes personnes de la communauté béké et qui se montrent réticentes. 300 pour la canne et 700 pour les jeunes agriculteurs. Bon, se montrent réticentes. Il est évident que je pense que, en arrière-pensée, Serge Letchimy, en refusant
d'accepter cette invitation, c'est dit, nous avons trop de difficultés avec la communauté béké aujourd'hui pour que j'accepte cette invitation, pour les raisons que je viens d'évoquer. La tonalité des relations a changé, a évolué. Il faut absolument, et je rajouterai, qu'il y ait une meilleure prise en compte des exigences et des besoins de la population martiniquaise. Je parle en particulier de l'autonomie alimentaire qui est extrêmement importante pour nous. Nous savons qu'aujourd'hui le POSEI, qui est un fonds européen qui permet de financer l'agriculture dans les régions ultra-périphériques, eh bien, ce POSEI profite en particulier aux tenanciers du foncier. Le programme d'options spécifiques Voilà. d'éloignement et de solidarité. Voilà, exactement. Profite en particulier aux grands planteurs. Alors, le comité interministériel d'outre-mer de ces derniers mois, juillet, indique que le gouvernement va rajouter 15 millions, 10 millions pour la diversification agricole et 5 millions pour la banane et la canne, et en particulier la banane. Mais il n'empêche que si on veut capter ces financements-là, les financements du POSEI, il faut absolument que nous ayons capté aussi le foncier. Et ce qui est demandé, ce sont des terres en friche et des terres en jachère, de bonnes terres en l'occurrence, pour que nous puissions effectivement non polluer, pour réussir cette politique-là, qui est une politique extrêmement importante pour la Martinique. Alors, j'avance ces éléments de contexte-là pour dire que je comprends la position de Serge Letchimy, qu'on peut partager ou pas, mais quoi qu'il en soit, je suis à peu près certain qu'il y a ça en arrière-pensée. D'accord, très bien. Béatrice, donc, on a entendu les arguments des uns et des autres, mais toi, tu as eu le privilège de rencontrer le président. Oui, et il faut considérer que ça reste un privilège, parce que des fois, on part sur de l'émotionnel, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a affaire à un chef d'État qui dirige un pays de 12 millions d'habitants, c'est pas rien. Tout le monde s'émoune, mais tout le monde n'a pas la même charge de responsabilité. Ça, il faut quand même le dire. Bon. Très clairement, je vais vous dévoiler, et je vais essayer d'être rapide, ce qui s'est passé au cours de cet entretien. Donc on était une dizaine à avoir été... il y a une petite délégation qui a été constituée notamment par l'intermédiaire de Maître Germani, dont vous connaissez déjà les accointances avec le Bénin. Et nous avons eu l'opportunité de parler réellement à cœur ouvert. Je vais dire ce que moi j'ai dit. Je considère que la délégation et le président, à mon sens, sont tombés dans un piège. Parce qu'on ne peut pas ignorer, après l'histoire de ce territoire, après l'histoire aussi de la Martinique avec le roi Béhanzin, on ne peut pas ignorer la symbolique que ça peut représenter qu'un président africain qui arrive sur les terres martiniquaises ou un de ses aïeuls, parce qu'il a en plus aïeul, alors pas sanguin, mais un de ses aïeuls a été un très proche de Béhanzin. On ne peut pas aujourd'hui considérer que la symbolique ne peut pas exister et que nous étions censés ou que nous supposer que ça puisse passer crème. Après Béhanzin, donc il est le second chef d'État. Il y a eu un roi, et là on a un chef d'État qui se présente sur notre territoire. Et son geste, c'est d'aller et de répondre à l'invitation d'un descendant d'esclavagistes. Ça ne peut pas passer crème. Et on lui a dit, ça ne peut pas. Vous venez là, et il y a une personne qui le lui a dit, vous avez appuyé sur un bobo. Le bobo d'une réalité que nous vivons encore aujourd'hui, c'est-à-dire une organisation d'un territoire dans une configuration postcoloniale qui est compliquée, notamment pour notre développement social, économique, qui est compliquée aujourd'hui encore à gérer. Nous lui avons fait part de ce que nous considérons, même si nous avançons, nous considérons, que nous sommes forts. Parce que nous n'avons pas un genou sur notre cou depuis un quart d'heure. Nous avons un genou sur notre cou depuis des siècles et pourtant, nous qu'avancer. Nous lui avons dit, voilà ce que nous sommes devenus.
Nous avons besoin de vous dire, voilà ce que nous sommes devenus. Et nous ne sommes pas rien. Et nous ne sommes pas là pour quémander quoi que ce soit. Par contre, nous pouvons même exiger. Parce que les exigences que nous avons avec la France, nous pouvons aussi l'avoir à l'endroit des pays africains qui, pour certains, ne sont jamais venus d'ailleurs s'intéresser à ce que pouvait être cette diaspora volée, vendue, complaisamment cédée, oui, d'accord, ou parfois complaisamment cédée pour de l'argent par nos propres frères. Absolument. Et donc nous lui avons dit que nous avons des exigences aujourd'hui. Et comment a-t-il accepté comment a-t-il reçu vos propos? Nos propos ont été... Alors, il y avait déjà eu des propos, d'ailleurs, échangés avec le président de la CTM, autour de l'idée, par exemple, d'une ligne aérienne directe entre le Bénin et la Martinique. Il faut que l'État... On le sait, pour que ça devienne rentable, il faudra évidemment des fonds publics au début, en tout cas, pour que ça devienne économiquement rentable, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Moi, je compte aussi peut-être sur notre continuité territoriale, si on arrive à avoir nos 186 millions d'euros comme la Corse, pourquoi pas. Et puis, nous lui avons dit aussi que dans cette ambiance dont vous avez parlé, années 30, c'est-à-dire l'ambiance un peu de fascisme, qu'on retrouve un peu sur tous les territoires. Donc, on en a parlé encore la semaine dernière, l'Amérique du Sud, l'Europe et tout ça. Il y a quand même un relent de racisme assez fort. Nous avons aussi besoin, nous aussi, de terres de repli, notamment pour les nôtres qui sont sur les territoires occidentaux et à qui on ne promet pas obligatoirement le meilleur. Je vous raconte juste une petite histoire d'un ami de mon filleul qui a 19 ans. Voilà ce qui lui est arrivé, il est en école de commerce. On lui a écrasé une cigarette sur le bras. On lui a dit qu'il n'avait rien à faire en tant que nègre dans une école de commerce de la qualité de celle dans laquelle il est aujourd'hui. Voilà ce qui arrive en 2023. Alors si on pense que faire le choix du Rassemblement national aujourd'hui en Martinique, c'est faire le choix d'un mieux vivre pour les nôtres, c'est une erreur. Et si on pense aussi que traiter de la même façon un président à qui on peut s'adresser, le traiter de la même façon que le traiter un facho d'à peine 30 ans, en considérant et en faisant toute une généalogie qui le fait passer pour un monstre. Chacun dit ce qu'il veut. Moi, je sais que je ne connais pas la vie politique de ce président chez lui. Pour autant, j'estime qu'il a fait le déplacement et qu'il aura eu l'opportunité d'entendre des Martiniquais qui lui ont parlé à cœur ouvert. Et nous lui avons donc dit que ce que nous voulons, c'est la possibilité pour lui de baisser les barrières qui pourraient s'ériger à nos voyages, à nos investissements, à nos départs pour les études, par exemple, d'étudiants, parce que ça ouvre aussi la porte de tout le continent. Il y a des bonnes universités également en Afrique. Et donc, nous voulons qu'il baisse les barrières et également peut-être même les barrières de la nationalité si nous en avons besoin. Très bien. Voilà. Et il y a été favorable. Bon. Voilà, donc on espère vous avoir apporté quelques éléments d'explication, d'éclaircissement sur cette visite dans le contexte qui a été décrit par les uns et les autres. Nouveau sujet, donc l'Assemblée nationale rejette la loi immigration. On rappelle que c'est le ministre Darmanin qui a fait cette proposition. Enfin, elle n'a même pas été débattue d'emblée, elle a été rejetée. Bertrand, je me retourne vers toi, le juriste. Donc, peux-tu nous expliquer dans quelles conditions cette loi a été ainsi retoquée par les députés à une majorité avec une alliance composite, hein. L'extrême droite a voté contre pour certaines raisons et la gauche a voté contre pour certaines raisons. Alors, en fait, elle n'a pas été retoquée puisque elle a été rejetée préalablement, ouais. Puisque c'est l'objet de la motion de rejet, ce qu'on appelle la motion de rejet préalable, Oui. qui est un dispositif interne au sens où c'est dans le règlement de l'Assemblée nationale et on a l'équivalent au niveau du Sénat, ça s'appelle la question préalable, d'accord ? Donc c'est un mécanisme, un outil qui permet effectivement à une des deux assemblées
de ne même pas examiner un texte. C'est surtout cela. Et c'est à ce titre que c'est un véritable camouflet pour le ministre de l'Intérieur qui a, si je crois savoir, a du reste présenté sa démission, mais démission qui a été refusée par le président de la République. C'est le témoignage d'un véritable camouflet. Donc, on vous dit en d'autres termes, si je vous permettez, si les téléspectateurs, pas arrêter là. Parce que c'est vraiment cela. Pas arrêter là. Donc, on n'a même pas eu le temps d'examiner. Donc, c'est l'objet de la motion de rejet préalable. Donc, alors, les motifs donc, il y a deux motifs que l'on peut... un motif, d'abord. Bon, je ne sais pas si exactement lequel a été invoqué par ceux qui sont à l'origine de la motion de rejet. Mais verts. En tout cas, c'est... Ceux qui sont à l'origine, c'est les Verts. Les Verts. Donc, c'est au motif que le texte en question porte atteinte à des dispositions constitutionnelles, ou encore qu'il n'y a pas, et c'est vraiment l'idée de parité là, c'est qu'il n'y a même pas lieu de délibérer. Ce sont les deux raisons, d'accord, qui sous-tendent la motion de rejet. Alors, ceci étant, tout n'est pas fini, parce que le gouvernement a toujours la possibilité de reprendre la navette. Et donc, le texte peut éventuellement, ça dépendra du gouvernement, peut être représenté devant le Sénat, ou encore, il a la possibilité, dans la mesure où le Sénat a adopté en première lecture ce texte, le gouvernement a la possibilité de convoquer une commission mixte paritaire. C'est ce qu'il a fait. C'est ça qui est prévu. C'est ça. Ah, je n'ai pas... Non, t'étais dans tes copies. Je vous ai dit que j'ai pas vraiment eu le temps donc, d'écouter. Donc voilà, c'est une des portes de sortie. Mais en tout cas, il faut bien qu'on mesure la portée de ce qu'on appelle motion de rejet préalable. C'est véritablement l'idée qu'on n'a même pas besoin d'examiner votre... Donc, il n'a pas été retoqué. D'accord. Il a été rejeté. Il est rejeté dès le départ. À titre préalable. D'accord. On dit. Je peux me faire une observation. Alors, vas-y, ben, tu prends la parole. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est la preuve manifeste. Il faut faire attention aux juristes. Hein. Oui. Alors, Michel... Il l'a expliqué de façon juridique. Et à la presse. Parce que la presse dit que le projet a été retoqué. Et c'est ce que j'ai repris. Que notre collègue vient de démontrer, c'est pas pareil. Oui. C'est ce qu'on avait dit à propos de l'affaire du créole. Oui. Alors, comme tu en parles... Le tribunal administratif n'avait pas retoqué le recours du préfet. Il avait dit qu'il n'y avait pas lieu de... Oui, puisque c'était une motion de... c'était un référé. Et qu'il n'y a pas de conséquences pratiques, et par conséquent, il n'y avait pas lieu. Bon. C'est pourquoi il faut faire très attention. Mais ce n'est pas la faute des juristes, puisque j'ai expliqué que ça n'a pas été retoqué, ça a été complètement rejeté dès le départ. Non, mais j'abonde totalement de ton... Juste une précision, Michel. Oui. C'est la preuve manifeste que le président n'a pas de majorité. Ah, oui. Alors, je vais te répondre comme Darmanin, ce n'est pas une découverte. Non, parce que... La police n'aurait pas dit mieux. Il faut reconnaître une chose, c'est que ce type a réponse à tout. Je l'ai entendu hier soir sur BFM TV, on lui a dit ça, bon, mais c'est pas une... Depuis l'élection présidentielle, nous savons très bien que nous avons une majorité relative, c'est pas une découverte. Bon, par conséquent... Alors, néanmoins, c'est une crise, on peut dire quand même que c'est une crise politique. Oui. C'est la manifestation d'une crise politique sérieuse. Parce que la commission mixte paritaire, il faut savoir ce que c'est. Alors, tu m'as corrigé si je me trompe. Hein. C'est une commission qui se réunit, qui réunit 7 sénateurs, 7 députés. Et la répartition du nombre de sénateurs se fait, et de députés, en fonction des rapports de force à l'intérieur des deux assemblées. Bon, d'après ce que l'on dit, dans cette configuration, malgré tout, la droite LR aura la majorité. Autrement dit, la droite, sur le papier, a les moyens de faire passer... En gros, le projet qui avait été adopté par le Sénat, que l'Assemblée, la commission des lois de l'Assemblée avait détricoté, en particulier sur les dispositions sur la santé, les dispositions sur le regroupement familial, les dispositions sur
les expulsions et les dispositions sur Le regroupement familial. Non, il a dit. la possibilité de régulariser Les sans-papiers. les travailleurs qui sont en situation irrégulière, notamment dans ce qu'on appelle les métiers en tension. OK? Exact. Bon. Alors, sur ces sujets-là, bon, vous avez entendu comme moi-même, Ciotti a dit il n'est pas question de céder. Bon. Par conséquent, et enfin, il y a deux choses, me semble-t-il, qui me montrent qu'on est dans une crise politique. C'est que le gouvernement a d'ores et déjà dit qu'il ne va pas procéder à la dissolution. Bon, alors on va discuter de cette question après, pourquoi il dit ça. Et on ne va pas non plus utiliser le 49.3. Alors le 49.3, pourquoi? Parce que on a déjà utilisé 12 fois Exactement. le 49.3. Ah, je crois, 17, Et que- 17 Oui, fois. c'est plus Bon, que 12. elle ne peut, avant la fin de la législature. Voilà, là, tout à fait. Au mois de jusqu'au. Ils ont épuisé carrément leur Ils ont, droit. ils ont épuisé leur cartouche. D'accord. Donc, c'est que elle garde la possibilité d'utiliser un 49.3 pour si jamais, comme on dit en créole, c'est couribini, quoi. D'accord, très bien. Bon, alors, pour revenir un petit peu à la dissolution, c'est en ce sens qu'on est à mon avis, dans une situation particulière. D'après les sondeurs, les analyses politiques, s'il y avait une élection maintenant, le groupe RN ressortirait un peu renforcé, mais il n'aurait pas de majorité. Le groupe Renaissance serait un peu diminué, la gauche s'en tirerait Carré, ouais. qu'à un quart, et la droite risquerait de perdre des plumes. Bon. Autrement dit, à l'heure actuelle, en dehors du Rassemblement national, aucune force politique en France n'est en position de bénéficier d'une dissolution. Si bien que Bardella dit à qui veut l'entendre Qu'il qu'il est candidat pour être premier ministre de cohabitation. Bon. Voilà. En tout cas, le message est clair. Voilà en gros la situation politique dans Voilà, laquelle voilà. on se trouve, qui est une situation politique quand même exceptionnelle. Très bien. Tout à fait. Alors Béatrice, je vais te lancer en me permettant quelques propos liminaires. Tu parlais on parle bien évidemment d'immigration, tu parlais des relations qu'il y avait avec l'Afrique, etc. Je vais rappeler quand même quelques chiffres, hein, puisqu'on dit qu'il y a beaucoup d'immigrés en France, mais on va rappeler quelques chiffres à propos de l'Afrique. Hein. La France investit 54 milliards d'euros en Afrique par année, hein, et c'est un petit peu derrière le Royaume-Uni, mais comme les Pays-Bas. Pour expliquer aux téléspectateurs, alors, le continent africain représente 8% des réserves mondiales de pétrole connues, 40% du potentiel hydroélectrique mondial, avec, pardonnez-moi, des réserves de diamants, 90% du cobalt, 50% du phosphate, 40% du platine, bien évidemment de l'uranium, du coltan, et des millions d'hectares de terres cultivables, et bien évidemment désert Sahara qui accueillerait des panneaux photovoltaïques à qui on veut, puisqu'il y a du soleil et la possibilité donc de produire des milliers, des millions de kilowattheures. 1 milliard d'habitants en 2009, 2 milliards d'habitants en 2050. Donc c'est quelque part un oasis économique pour le futur. Et pourtant, l'Afrique ne s'en sort pas parce qu'il y a les puissances européennes qui investissent l'Afrique, qui exploitent les ressources Pas les africaines, puissances européennes seulement. Pas hein. seulement maintenant. chinoises, russes, et on se plaint qu'il y a des immigrés... Et même les Turcs. et il y a des immigrés en France, tout simplement parce que les Français peut-être prennent le travail des Africains sur le continent. Voilà ce que je voulais dire. Non mais il y a un truc qu'il faut. En fait, il y a une cruelle réalité, mais elle est cruelle. Aujourd'hui, l'Afrique c'est 1,4 milliard d'habitants. Dans 20 ans, c'est le double. 4,8% taux de fécondité, 4,8. Les femmes africaines font 4,8 enfants. Ok. Qui y parlé, les Moulanka sont plus nombreux. Et de toute façon, ils ont le territoire le plus grand. Donc, Moins d'âge, 17 ans. Hein. D'accord. Qui y parlé. Et je ne parle pas de l'Inde.
Je ne parle pas de la Chine. OK? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est 18% de la population mondiale. À peu près la même chose pour l'Inde. À peu près la même chose. Alors, quand vous additionnez tout ça, vous avez plus de la moitié de l'humanité. Donc, cette espèce de vision occidentaux-centrée, où on a l'impression... Vous savez, les Français, quand ils parlent de l'Afrique, pour eux, c'est de la même taille que... Je vous ai déjà expliqué, d'ailleurs, on avait déjà... Mais ça sera bien de recommencer... la fameuse projection de Mercator. La fameuse projection des Mercator, la fameuse projection de Peters, où on vous montre que ce que vous avez dans la tête, la fameuse carte que vous avez dans la tête, où vous voyez l'Afrique toute petite comme ça, et puis la France un tout petit peu plus petite, ben c'est faux. L'Afrique, c'est ça, et puis le reste, c'est ça. En fait, voilà. C'est le territoire émergé le plus grand de cette planète. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous pouvez faire ce que vous voulez en loi pour l'immigration, même en Martinique d'ailleurs. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe quand on exécute une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français en Martinique, par exemple contre un Saint-Lucien? Eh ben, on l'emmène en bateau, on le ramène à Saint-Lucie, puis le soir, il apprend... En yol, il arrive rentré. Le soir, il regarde les infos. On l'a emmené à 17h, à 20h, il est là. Vous allez faire comment? Mais non, mais c'est vrai, on va faire comment? Et puis, laissez-moi vous raconter la petite histoire de Haïti, la frontière haïtienne et Saint-Domingue. Ils ont décidé, en effet, à Saint-Domingue, d'être très durs. Comme là, la droite, elle veut être très dure. Il faut renvoyer les immigrés parce que c'est eux les problèmes de la France. Ils ne foutent rien, même si quand même ils payent la TVA. Aussi, quand ils vont au supermarché et tout ça, ils payent la TVA. Rappelons quand même que la TVA, c'est l'impôt qui rapporte le plus à l'État. Et que tout le monde paye la TVA. Donc, pas ni en moun en France qui n'a pas qu'à payer l'impôt. Et la TIPP. Bon, alors pas ni en moun qui n'a pas qu'à payer l'impôt. Déjà, faut dire ça, parce que les moulins qui a dit, c'est moulins qui a venu pour profiter, ils n'ont pas à payer l'impôt. Si, ils ont qu'à payer l'impôt. Depuis, ils ont qu'à manger, ils ont qu'à payer l'impôt. Bon, donc il faut dire ça. Et puis, donc, je vais vous raconter cette petite histoire de Saint-Domingue et d'Haïti. Saint-Domingue dit, ouais, nous parlons en seul haïtien, venir rentrer bocaille nous. Ils ont fermé, ils ont mis machin, gris, tout ça, tout ça. Et puis, au bout de quelques jours, Quand pas à couper. Quand pas qu'à couper, ménage pas qu'à fait, la riz pas qu'à nettoyer. D'accord? Entreprise pas qu'à fonctionner, et puis bien pas qu'à vendre. Parce que quand tu fermes ta frontière, mais que en fait tu commerces avec les gens, c'est-à-dire que tu leur vends des trucs, parce que nous c'est la même chose. On fait un tas de cirques avec les Martiniquais, mais vous imaginez l'emploi que l'on crée en dehors des frontières martiniquaises avec tout ce que l'on consomme? Avec tout ce que l'on consomme, les bateaux et les bateaux de vivres qui arrivent ici, de matériel, de machin, vous imaginez l'emploi que l'on crée? Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait? Au bout de 10 jours, le gouvernement dominicain, qui soit dit en passant, est raciste. Parce qu'ils ont retiré la nationalité à des Haïtiens qui étaient là depuis longtemps et qui l'avaient obtenue, ou ils ont expulsé des gens qui avaient leur maison, qui avaient... D'accord. Bon, pendant nous qu'à aller, pour certains, pas moi, hein, mais dans des hôtels, machin, sachez où vous allez. Eh bien, tout d'un coup, ils ont dit aux Haïtiens, bon, c'est bon, on réouvre la frontière. Eh bien, vous savez ce que les Haïtiens, ils ont fait? Ils ont été très fiers. Ils ont dit, eh ben non. Nous, on ferme maintenant de notre côté. Et yo dit, yo, gardez vos camions. C'est quand on va vouloir maintenant que vous allez à nouveau rentrer et que nous allons à nouveau partir. Et la démonstration que tu veux dire c'est que le monde est interdépendant. Et penser l'immigration en pensant que les hommes et les femmes de ce monde sont des dangers pour les uns et pour les autres est une aberration, une bêtise crasse qui ne nourrit que des peurs de gens qui, pour la plupart d'ailleurs, n'ont jamais côtoyé d'autres personnes que des personnes qui leur ressemblent. D'accord? Mais on nourrit tellement l'idée que le noir est ceci, que l'arabe est ceci, que l'étranger est cela, que l'on va se rendre compte au final que la personne qui était à côté de nous et dont on ignorait qu'en fait elle n'avait pas la nationalité française était notre meilleure amie, mais on a mis le bulletin pour que cette personne se fasse expulser et qu'elle perde tout. Voilà, c'est ce dont on va se rendre compte et on va être dans un monde un peu compliqué si on laisse en effet aujourd'hui, parce que c'est la droite, hein, maintenant c'est la concurrence à qui mieux, hein. La droite c'est la plus torride et Michel a raison de le dire. Le problème de la commission mixte, alors pareil, ne vous laissez pas avoir quand on vous dit ah oui, le RN a voté avec la gauche, faut pas se laisser avoir mesdames et messieurs. C'est tout le monde savait que quoi qu'il se passe, la gauche
qui allait proposer une motion de rejet allait voter massivement. Il y a eu sur tous les groupes de gauche une abstention. Non, alors, excusez-moi. Je viens d'apprendre une chose qui m'a rempli d'aise. C'est que les députés martiniquais, Marjolaine Nadeau et Giovanni Williams se sont abstenus. Ils sont membres du groupe GDR. Alors que ça vaut le coup, hein. Jean-Philippe Nilor, qui est membre du groupe LFI, a voté pour la motion de rejet. Bon, alors, je vais vérifier. Donc ils font partie des abstentionnistes. Moi, ça me gênait quand même, très franchement, que les voix de la gauche se soient mêlées à celles du Front National. Sauf que c'est l'inverse. Ah ben oui. Mais c'est l'inverse. La motion de rejet est proposée par la gauche. C'est l'inverse. Ce sont C'est les la gauche écolos, qui mais oui, présente, les écolos. c'est la Moi, NUPES qui en tout présente cas- sa motion de rejet. oui. En Et tout cas- étonnamment, la droite et l'extrême droite la votent. En Faut tout cas, moi, arrêter. ça me gênait. Bon. Ça m'a gêné. Alors, Bon. Faut pas aller Oui, dans le oui, sens oui. de la presse mainstream qui fait justement croire que, en gros, c'est la droite qui aurait proposé une motion de rejet et que nous qu'à voter, c'est Allez. eux qui votaient. En tout cas, on passe la parole à Raphaël. si le Parti communiste s'est abstenu, ça me fera plaisir. Allez, Raphaël. Oui, alors pour aller dans le sens de Béatrice, je fais référence au rapport de Jacques Attali qui disait que l'immigration a par le passé et certainement dans l'avenir était un facteur puissant de croissance. Absolument. Non. Et les Français, mais peut-être aussi les Martiniquais n'ont pas compris ça, hein, parce que nous parlons des Dominicains. Mais je veux rappeler que Ibo Simon, en Guadeloupe, a fait 4 sièges au Conseil régional il y a quelques années. Hein. Et sur 20 ans. un argumentaire, et on nous foutait, c'est haïtien dehors. Hein. Oui, tout à fait. Bon, alors il ne faut pas non plus que nous soyons simplement des personnes qui s'exonèrent de toute attitude de ce genre-là. Tout à fait. Et pour revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est vrai que la victoire obtenue a été une victoire en trompe-l'œil. Alors tu disais, Michel, et Bertrand également, que cette commission mixte paritaire, 7 sénateurs, 7 députés, va sortir un texte qui sera encore plus dur que le texte qui a été présenté par Macron et par Darmanin. Hein. Tout à fait. Il ne faut pas se faire d'illusions. Parce que Darmanin, quand même, et Macron ont proposé de régulariser la situation des sans-papiers dans les secteurs en tension. Tu en as parlé tout à l'heure. fait, oui. Mais qu'est-ce qui va arriver? Et c'est pour ça que le Rassemblement national était contre ce texte-là. C'est parce qu'ils estiment que ça va faire une régularisation massive. Non seulement pour les personnes qui sont en tension, dans les secteurs en tension, mais également pour les autres. Et c'est pour ça qu'ils ont voté cette motion de rejet. La droite également. Donc ça veut dire que la droite étant majoritaire au sein de la commission mixte paritaire, la droite va encore obtenir des avancées négatives concernant ce texte-là. Et quand ce texte va revenir à la fois à l'Assemblée nationale et à la fois au Sénat, eh bien évidemment, à ce moment, le Rassemblement national va voter sans aucune difficulté. La droite, n'en parlons pas, parce que de toute façon, ce sera son texte durci. Et la NUPES va se retrouver gros gens comme devant. Donc c'est vraiment une victoire en trompe-l'œil. À la Pyrrhus. À la Pyrrhus. Juste de rajouter, parce que je pense qu'il y a quand même une petite erreur. J'ai bien vérifié, c'est bien le cas. Madame Borne a à nouveau utilisé un 49.3 pour le vote du budget, enfin la partie recette, le volet recette du budget de l'État, ce qui va donner lieu a priori à un dépôt de motion de censure de la part de la France Insoumise. C'était une volonté de leur part de ne pas faire un 49.3 sur la loi immigration au prétexte d'être dans le débat et surtout pour se donner le temps de draguer un peu la droite pour les prochains épisodes. Bon, maintenant, il faut s'attendre en effet à ce que ce texte finalement soit plus dur, mais c'est un piège. C'est-à-dire dire à la gauche qu'il y a la possibilité de voter des motions de rejet, faut pas voter la motion parce que finalement il y a une petite avancée, tout en
disant, par exemple, OK pour régulariser les sans-papiers, mais on fait disparaître l'aide médicale d'État. Bon, messieurs, je crois que là, en effet, c'est le marteau et l'enclume, et je ne suis pas sûre qu'il soit de bon ton de faire autant de stratégies. Chacun devra assumer, et c'est ce que les groupes politiques devront faire, et cette commission mixte devra faire, c'est assumer les décisions qu'elle va prendre, et la droite devra assumer aujourd'hui d'être encore plus à l'extrême droite que l'extrême droite. Voilà. Et de lui donner, finalement, quelque part, d'amener de l'eau à son moulin. Parfait. Thème suivant, donc, le président du conseil exécutif de la CTM a adressé jeudi 7 décembre un courrier au président de la Martinique dans lequel il demande au gouvernement de bloquer les prix des produits de première nécessité de la Martinique. Alors là, je rigole. Attends. Et je vais quand même donner lecture de quelques chiffres de la CAF, si tu permets, Oui. pour illustrer un petit peu, puisque les téléspectateurs n'ont pas les chiffres. Donc, 57% des Martiniquais bénéficient d'au moins une prestation de la CAF, Caisse d'allocation familiale. Et donc. Non, mais tu changes de thème là. Il articule en fait. Tu articules les deux. Oui, absolument. Tu articules les deux. Oui, hein, puisqu'il reste un quart d'heure. Et donc, je souhaite qu'on se rende compte par rapport au courrier. Et donc, ça représente 682 millions d'euros qui sont versés par la CAF et la part des personnes couvertes par la CAF en Martinique, 57% contre 49% en France. Voilà, donc quelques chiffres. Donc, d'où le courrier par rapport aux difficultés sociales. Et je donne la parole à notre économiste du plateau. Bon, alors. Spécialiste des prix. À mon avis, il faut scinder les deux. D'accord. Tu as raison de faire. Tu as raison de lier. De faire le parallèle, oui. La situation sociale révélée par cette étude de la CAP, oui. Enfin révélée, elle est confirmée. Nous savons très bien que beaucoup de Martiniquais dépendent des aides, des minima sociaux, des aides sociales pour vivre. C'est ça. C'est ça que dit la CAP. Tout à fait. Bon. Mais néanmoins, ce que dit la CAP, elle dit qu'il y a une partie des Martiniquais qui dépendent à 100% des minima sociales. Alors, enfin, c'est surtout l'INSEE qui dit ça. La pitié, m'oblige à tirer les lunettes pour me regarder. Oui. Parce que, pas ni ophtalmo. Je peux lire pour toi, je peux lire. Alors, ce sont les familles monoparentales. Oui. Ce sont les allocataires étrangers. Oui. Alors, on parlait d'étrangers. Et les personnes isolées sans emploi. Intéressant, l'étude de la CAF montre qu'il n'y a que 3% d'étrangers à percevoir les aides de la CAF. Donc, quand on dit que les aides sociales, c'est un élément d'aspiration... Moi, je lis 39%. 39% des étrangers vivent à 100% des aides de la CAF. Voilà. Mais ils ne sont que 3% de l'ensemble de la population. D'accord. Parce que l'aide... Bon. Alors... Je confirme ça. 3%, les étrangers ne représentent que 3% de la population de la Martinique. Voilà. Alors, ce sont des chiffres Alors, si tu peux articuler par rapport au courrier qui te faisait rire. Alors, la première conclusion qu'il faut tirer, et la CAF montre que les aides familiales sont un soutien particulier, et l'aide de la petite enfance, les crèches, etc. Donc, à mon avis, ce document devrait être un élément. La CAF, c'est le bras armé de la politique familiale du gouvernement français. Absolument. Bon. La CTM a suffisamment, ces derniers temps, attiré l'attention sur la question du vieillissement et de la nécessité d'une nouvelle politique familiale. Parce que nous ne pouvons pas avoir un pays qui n'a pas de... qui est dans une situation qui est tout à fait différente sur le plan démographique que la Martinique. La Martinique est le pays de tout l'outre-mer à avoir la situation démographique la plus catastrophique, même par rapport à la Guadeloupe. Par conséquent, la nécessité d'une politique familiale autonome, spécifique à la Martinique, découle de cette analyse de la CAF.
Et c'est ça, c'est la conclusion que je pense que l'on devrait tirer de cette étude. C'est une manière de dire au gouvernement français, l'étude de la CAF montre qu'il y a les prémices d'une politique familiale, mais qu'il faut renforcer les éléments de cette politique familiale pour pouvoir lutter contre la dénatalité. Alors, Bertrand, puisque Michel n'a pas voulu faire le Oui. Je vais revenir après. C'est mieux ça. Vas-y, c'est à ton tour. Alors, oui, les chiffres sont assez parlants et ce sont des éléments dont j'ai la connaissance puisque j'ai cette chance, ce privilège d'être administrateur de la CAF, donc depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, je les connais, c'est une réalité que nous vivons en Martinique et j'ai eu l'occasion, donc, je crois la dernière fois, d'évoquer effectivement la situation particulière des étudiants aujourd'hui, à la fois aux deux endroits où j'officie, à la fois à l'université et puis aussi à l'IFMES, où on prépare les futurs travailleurs sociaux. Vous imaginez la situation de des gens qui se préparent à devenir ceux qui vont aider les personnes en difficulté sociale, qui sont donc eux-mêmes, donc ces étudiants sont en difficulté déjà. Donc c'est une réalité qui doit interpeller chacun. Et pour faire l'articulation avec le courrier adressé au préfet de la Martinique, la collectivité étant reconnue comme étant le chef de file de l'action sociale, je pars du principe qu'elle ne saurait rester insensible en rade donc face à cette réalité. Et qu'il lui appartient effectivement, ne serait-ce que d'interpeller le préfet à ce titre et parallèlement engager, mettre en œuvre des politiques publiques, y compris effectivement dans le domaine d'une politique familiale. Ça rejoint cette idée à laquelle je crois fermement et que j'ai évoquée tout à l'heure. Cette collectivité a pour fonction, elle a été instituée par cette fameuse loi du 27 juillet 2011, mais elle n'est pas seulement instituée, elle est aussi instituante. Donc, il lui revient d'instituer donc cette société martiniquaise, et ça passe notamment par une politique familiale. Alors, traditionnellement, la politique française, la politique familiale de la France, c'est une politique nataliste. Alors, qui peut s'expliquer, était au départ, est une politique nataliste, donc notamment dans le contexte d'après-guerre, effectivement, donc c'était une politique résolument nataliste. Je pense que le contexte que nous vivons permet effectivement de penser que nous pourrions aller dans ce sens pour instituer cette société martiniquaise et avoir une politique familiale qui soit autonome. Moi, voilà comment donc j'appréhende cette question. Donc je vois, c'est mon point de vue, le président était pratiquement dans son rôle d'interpeller. Même si, effectivement, sur la question des prix, ces marges de manœuvre sont pour le moins limitées. Bon, mais ne serait-ce qu'interpeller le préfet, c'est déjà un acte politique. Je définis ça comme un acte politique. D'accord. Raphaël ? Oui, c'est un acte politique majeur, je pense, parce que nous sommes face à une précarité de la population et une paupérisation avancée. Et le président du conseil exécutif de la CTM est dans son rôle, il interpelle le préfet, sauf que cet article qui est évoqué par lui du Code du commerce, je ne suis pas sûr que ça correspond à une réalité en matière opérationnelle. Nous avons fait l'expérience pour essayer de baisser les prix, vous vous rappelez, sauf que la loi du marché, nous sommes dans un système capitaliste, oui. La loi du marché Parce qu'il faut prendre en compte le droit de l'Union européenne. Bien sûr, s'impose. Oui. S'impose, et donc on ne va pas forcer un entrepreneur à baisser ses prix. Il y a eu des tentatives, ils ont joué le jeu dans une certaine mesure, puisque nous avons ce qu'on appelle le BQP, c'est-à-dire bouclier qualité-prix, qui a permis de diminuer sur le coût, enfin en tout cas sur le prix d'un certain nombre de produits de première nécessité notamment, mais on voit bien les limites de tout ça. Très fondamentalement, les amis, je pense que nous avons véritablement, et ça j'enfonce une porte ouverte, un problème de développement économique dans ce pays. Tu parlais des 57% des Martiniquais qui relèvent des aides de la CAF.
Bon, c'est une réalité, c'est beaucoup plus fort qu'en France où c'est à 49%. Mais aujourd'hui, le RSA, le RSO, la PCH, c'est-à-dire pour les personnes handicapées, l'APA pour les personnes âgées, relevait hier du Conseil général et aujourd'hui de la CTM. Mais ce sont des crédits qui sont reversés de l'État vers la collectivité, parce que c'est le rôle de l'État d'accompagner les populations. L'État donne des crédits, alloue des crédits à la CTM, mais qui sont largement insuffisants. Parce que cette paupérisation dont je parle avance de plus en plus. On voit bien avec l'inflation que les prix ont augmenté de manière exponentielle. Donc, que fait aujourd'hui la CTM? La CTM est obligée de faire face à une demande formulée par la population avec des besoins croissants, d'autant que les prix sont extrêmement élevés. Je me demande comment est-ce que les gens font, très franchement. Donc, le PCE, le président du Conseil exécutif, est dans son rôle. Sauf que il est limité, puisqu'on a déjà fait l'expérience de ce genre de choses, et on sent bien, rappelez-vous, qu'il y a une commission parlementaire qui a travaillé sur les prix. Et rappelez-vous, devant la commission à l'Assemblée nationale, eh bien, certains capitaines du commerce qui étaient interrogés ont clairement dit: nous ne pouvons pas vous donner des chiffres concernant la constitution de nos prix. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un secteur concurrentiel et ce serait de mauvaise loi que nous puissions vous indiquer très clairement comment nous constituons nos prix. Donc on voit bien, et cette commission parlementaire, ce sont des parlementaires, hein, c'est-à-dire les représentants du peuple, n'ont pas pu forcer ces capitaines du commerce à s'asseoir à la table et à donner leurs prix pour qu'on puisse voir comment ces prix sont composés, les marges, quelles sont-elles, de telle sorte qu'on puisse diminuer sur ces marges-là. Donc nous sommes confrontés à une difficulté majeure. Alors, et je dis bien, notre seul salut, c'est qu'effectivement nous puissions trouver des débouchés pour nos entreprises afin qu'elles puissent produire de l'emploi. Faire en sorte que cette population sorte de sa paupérisation, de ses difficultés. Parce qu'on s'insère comment? La précarité, oui, il faut lutter contre la précarité par le RSA, le RSO, etc. Mais il faut insérer. Et on s'insère par deux moyens que sont l'emploi et le logement. Très bien. Et je rappelle que le logement, nous ne produisons que 300-400 logements par an ici, alors qu'il y a 10 000 demandes qui sont en portefeuille. Hein. Voilà. Alors, juste avant que je te donne la parole, comme Raphaël a cité les articles, je vais donner lecture des articles et puis je vais donner la parole à Béatrice, il faut revenir vers toi, Bertrand. Donc, l'article L410-2 du Code du commerce prévoit que le gouvernement peut arrêter par décret en Conseil d'État, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché d'un secteur déterminé. Et deuxième article, l'article L410-3 du Code du commerce, dans les collectivités relevées de l'article 73, c'est-à-dire nous, de la Constitution, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d'approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le gouvernement peut arrêter les mesures nécessaires pour remédier au dysfonctionnement des marchés de gros, de biens et de services concernés, notamment des marchés de vente à l'exportation vers ces collectivités, d'acheminement, de stockage et de distribution. Donc il y a des articles qui sont prévus pour cela, et l'interprétation... Tu vas trop vite. Attends, mais je donne la parole à Béatrice et je te donne la parole. Tu vas trop vite. Vas-y Béatrice. Moi, j'ai pas d'état d'âme là-dessus. On va chercher toutes les dispositions et tout ça. Par contre, il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit des gens qui font du commerce ici, qui savent qu'on est assigné à résidence, qu'on ne peut pas aller acheter ailleurs. Et leur état d'esprit, c'est de prendre tout ce qu'on a dans les poches. Et tant que l'État ne va pas les arrêter, on en a déjà parlé ici sur ce plateau. Oui. Michel l'a revendiqué depuis longtemps, l'idée de blocage des prix. On est d'ailleurs lent sur le fait d'affirmer... enfin, on sait ce qui s'est passé. Vous Maire lui-même a fait semblant d'aller voir la grande distribution en disant « S'il vous plaît, négociez, on va réouvrir les périodes de négociation parce que en plus, parce que en fait, vous faites des super profits. Qu'on remarque que vous avez un enrichissement étrange pendant cette période dont vous dites que c'est une période de crise. Parce que donc, on remarque en même temps qu'on nous dit « Mais c'est normal de vous vendre 20 paquets de papier toilette à 20 € parce que c'est l'Ukraine. Comprenez, rien ne va. » Et puis de l'autre côté, là, au cas où elle est contre les bouglas, au cas où ils n'ont jamais été aussi riches.
Et puis chez nous, on a cette fameuse façon de faire, c'est qu'on a des grosses entreprises, et singulièrement la plus puissante sur le marché de la grande distribution, celle du groupe Bernard Ayotte, qui ne présente jamais ses comptes. Mais on la voit se développer. Elle continue de se développer. C'est pas Mounkawa la misère qui peut investir. Hein. Donc il y a un moment, les cartes, je pense que avant Johnny Ajar, il y avait eu Victorin Lurel, d'ailleurs. On se demande si c'est pas sa pugnacité sur la question qui lui aurait peut-être même valu quelque part sa place à la région. Johnny Ajar a fait montre également de pugnacité sur la question de la commission. Il s'est rendu compte, c'est des murs, d'accord? Les gens viennent parce qu'ils sont convoqués, n'ont pas le choix, et puis ils vous disent non, qu'ils font comme ils veulent. Et si l'État voulait, depuis le temps, bloquer les prix, alors qu'on sait déjà qu'on a 38% de plus déjà à la base, et que il a qu'à continuer à monter, et puis après on va dire « Oh, vous savez, vous avez vu, hein, ces gens-là, ils vivent que des allocs. » Vous voulez que les gens ils vivent comment, si ce n'est un peu avec l'aide de l'État, un peu avec l'aide de la solidarité à laquelle nous participons, il faut quand même le dire. Donc il faut qu'on arrête. Il faut arrêter aujourd'hui la prédation qui est faite sur les captifs que nous sommes. Nous n'avons d'autre choix que d'acheter localement. Et malheureusement, il n'y a pas que la grande distribution qui se fait des choux gras sur notre tête. Clairement. Il y a une espèce de mentalité actuellement que c'est à nous, que c'est pas à nous, que c'est les mouns, que c'est Béché, qu'on y a dit ou pas Béché. Tout le monde qui a 6 ans, les tout le monde. Depuis ou qu'avant de bagaille, les gens mettaient 15, 20, 30, 40% dessus. Ah ben c'est la crise, tout J'ai le monde, refusé c'est la d'acheter crise. une pastèque 20 euros. Mais d'accord. Bon, donc il y a peut-être un moment, on voit que d'ailleurs sur l'immobilier, grâce au fait que les banques n'acceptent plus de faire des prêts, on voit que l'immobilier est à nouveau en train de chuter. On a déjà parlé de la question aussi du logement et du fait que un certain nombre de personnes et de classes moyennes n'arrivent plus à se loger. Eh ben, les prix sont en train de redescendre et correspondent un peu plus au marché. Moi, je dis à mes compatriotes, évitez de faire du gaspillage dans votre frigo, achetez ce qu'il vous faut, mais puis n'achetez pas plus. Et puis, il y a des moments où il faut refuser d'acheter à un certain prix. Absolument. Bertrand, et puis après Michel. Oui, alors, en toile de fond de nos échanges sur cette question, sur le thème sur lequel nous sommes en train de discuter, on voit bien qu'il y a une problématique majeure. C'est le rapport entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Et puis la situation oligopolistique. Oui, de manière générale. On aura alors la question au centre du débat. Il y a le pouvoir économique, les relations entre pouvoir économique et pouvoir politique. Alors, du reste, nous sommes au mois de décembre. Au mois de janvier, il y a une manifestation qui est symptomatique de cette symbolique sur le degré donc, de domination aujourd'hui du pouvoir économique sur le pouvoir politique. Manifestement, on est dans une situation où les règles sont dictées par le pouvoir économique, les lois du marché, tout ce que vous voulez. D'accord ? Et la manifestation qui aura lieu au mois de janvier, c'est ce fameux forum de Davos. C'est toutes les années. Oui. Donc, Davos, cette ville cossue en Suisse, où se réunissent les grands capitaines d'industrie. Et la symbolique vient du fait que ce sont eux qui organisent leurs manifestations et invitent le pouvoir politique. Jadis, ce sont les politiques qui organisaient des manifestations et invitaient le pouvoir économique. Donc, ce qui m'amène ce sont des réflexions, des hypothèses de travail, à constater que quelque part, il y a peut-être une certaine impuissance publique. Et je suis assez interpellé par un certain discours que nous entendons ici. Si vous observez bien, tous ceux qui se sont montrés hostiles aux initiatives qui ont été prises en vue d'avoir notre propre drapeau ou voir faire du créole une langue officielle, observez bien que généralement, il y a eu des lettres ouvertes dans les journaux. C'est d'abord des gens issus du secteur économique. J'ai bien analysé la question. Ce sont des gens, pour la plupart, issus du secteur économique. Et on peut lire à travers leurs déclarations
une idée toute simple que quelque part, il faut réduire les collectivités et les élus locaux à un rôle de gestion. Boucher les trous, quoi. Alors Les chiens écrasés. je veux juste rajouter, avant que Michel n'intervienne, qu'on est en train de constater que le pouvoir économique est en train d'infiltrer le pouvoir politique ici. Mais bien sûr, Très clairement. bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très, très, très prudent dans nos choix. Alors, tu as fini? Oui, enfin, j'attire, Oui. donc effectivement, et c'est un des éléments de compréhension, donc à l'attention de nos téléspectateurs, c'est un des éléments de compréhension pour comprendre quelque part la difficulté des élus locaux à résoudre certaines donc, de nos difficultés. Ils ne sont pas corrompus, comme on tend à le dire. Il y a de réelles difficultés et notamment, quelque part, le pouvoir économique est en train de supplanter le pouvoir politique. Et c'est à ce à quoi nous devrions effectivement nous attacher, redonner aux politiques son rôle premier parce que c'est certainement la finalité donc, de la vie, j'ai envie de dire. Il y a une phrase d'Aristote qui est assez, du reste, assez clairante sur ce point. Et ne pas les réduire à boucher les trous et Oui, couper les branches des à arbres. être simplement un pouvoir de gestion. Et on Voilà. perçoit bien ceci de la part d'une partie du pouvoir économique en Martinique. Bon, Michel, puisque Bon, le alors, temps est presque terminé. Je m'excuse, mais je vais dire que ce n'est pas une nouveauté. Hein. Oui, Non, c'est une paraphrase d'Orman, ça fait deux fois que il y c'est a- une paraphrase d'Orman. Bon, Fais il y a, gaffe, Michel. il y a Darmanin sort de ses alors, je vais dire qu'il y a un certain... Il y a le fondateur de notre hebdomadaire Justice, qui n'est autre que André Aleker. André Aliquet et puis d'autres, qui, en 1920, s'étaient rendu compte précisément qu'il fallait créer un journal différent des autres, parce que le pouvoir économique en Martinique dominait le pouvoir politique. Mais c'était institutionnalisé. Il y avait le conseil des gouverneurs, le conseil du gouverneur dans la colonie, et tous les grands béquets siégeaient dans le conseil du gouverneur. Et on dictait au gouverneur Ce qu'il y avait à faire. ce qu'il y avait à faire. Bon, je ne m'étends pas. Et c'est contre cela que nous avons choisi, en 1946, T'es pas né. la départementalisation. C'est ça qu'on voulait abolir. Et on a cru, naïvement à l'époque, que c'était une manière de révolution, c'est-à-dire de couper le pouvoir économique sur le pouvoir politique. Mais moi, je veux que tu rebondisses. Tu m'as dit que j'allais trop vite en besogne. Alors, je concernant les deux reviens. articles. Oui, s'il te plaît. Tu as cité les articles en question. Oui. Les articles en question, je les connais bien, Oui. Et pour cause. et pour cause. Mais précise, pour que Bon, tu as été fonctionnaire. alors, Vas-y. le TIMI découvre l'article 410 Il ne le découvre pas. du Code de commerce. Il existe depuis 1987. Mais il y a un article 10-4. 410.1 qui dit dans la République française, les prix sont libres, sauf exception. Et ça, c'est les exceptions. Et quand tu lis bien les conditions dans lesquelles on peut prendre le décret, situation excessive, catastrophe Oui, naturelle, bien sûr. etc., Ah etc. ouais. Et jusqu'ici, Oui. l'autorité, et on consulte qui? L'autorité de la concurrence. Oui. Et jusqu'ici, l'autorité de la concurrence estime que aussi bien la situation de monopole que tu dénonces dans l'article 410.3, Oui. que les conditions ne sont pas réunies dans les départements d'outre-mer. Alors, il y a un article, pour une fois, je vais donner raison à notre amie Béatrice Bellige concernant l'UREL, parce que l'UREL, il n'a pas fait que des choses bien, mais il a fait une chose bien. Il s'est battu et il a ajouté, nous publions dans Justice, un article 410.4. Qui évoque notre cas. Ah, Vas-y, de alors, lecture. bon. Mais vraiment, il me libre. Ah ben lui, Alors, l'article L410.4, C'est quelle page? création, alors c'est la page 11. Création loi numéro 2012-1270 du 20 novembre 2012. loi l'UREL.
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, et en conformité avec l'article 349 du traité du fonctionnement de l'Union européenne, le gouvernement peut réglementer, après avis de l'autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'État, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité. Voilà. Donc, Alors, bon, explique. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que, du point de vue juridique, si notre interprétation est juste, Oui. en invoquant cet article L410.4 Oui. plutôt que le L410.2 ou 410.3 qu'invoque le Tchimi, on peut peut-être faire passer un décret réglementant les prix dans les départements d'outre-mer. Sur les produits de première nécessité. Mais on retombe sur ce que dit tout à l'heure notre ami. C'est un problème idéologique. C'est un problème politique. C'est le néolibéralisme. Les gouvernants estiment que, aussi bien en France que dans les départements d'outre-mer, la régulation des prix se fait par le libre jeu de la concurrence. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Ce sont des ultralibéraux. Il est démontré, Plutôt. pas seulement en Martinique, c'est la même chose. Aux États-Unis, les prix sont réglementés à Hawaï. Hawaï, c'est un territoire qui ressemble un peu à la Martinique. C'est un genre de département d'outre-mer. On peut dans le Pacifique. Bon, dans le Pacifique. Eh bien, Hawaï, il y a des monopoles, il y a des grandes entreprises, il y a un peu l'équivalent des béquets martiniquais. C'est une structure sociale qui ressemble un petit peu à la Martinique. D'accord. Bon, eh bien, on peut réglementer les prix. Y compris dans le temple du capitalisme, on réglemente les prix. Donc, par conséquent, termine, s'il te plaît. il y a un an, Oui. Sœur Datimi a déclaré l'urgence de la vie chère. Il a promis une baisse des prix de 1000 produits de première nécessité. Mais en tout cas, il travaille. Il travaille. Bon, il travaille. Bon. Non, il ne peut rien faire. Non, Mais- c'était... mais- Non, il veut faire croire aux gens qui veulent des choses, il n'a pas qu'à faire rien. Il n'a pas peut faire rien. Le pouvoir en matière de fixation des prix, c'est le gouvernement et c'est l'Union européenne. Voilà. Bertrand, Alors, et puis on va conclure. Non, je voulais juste dire à Michel que, en termes de stratégie, il ne faut pas invoquer l'article 410-2, puisque selon le vieux principe, selon lequel les dispositions spéciales l'emportent sur les dispositions générales. Donc, les dispositions spéciales nous concernent, nous n'avons intérêt qu'à les évoquer. Alors, le deuxième point, Oui. c'est encore une question, donc je suis d'accord avec toi, une question politique et surtout une question de volonté politique. Dans le cadre donc, du néolibéralisme, puisque tu as évoqué donc, le rôle de blocage, en quelque sorte, que joue l'autorité de la concurrence, certainement oui, puisqu'il faut la consulter, mais ce n'est qu'un avis. C'est une consultation. Le gouvernement n'est pas lié juridiquement par l'avis qu'émettrait l'autorité de la concurrence sur la volonté donc, de réglementer les prix, donc, chez les prix de première nécessité, pour les produits de première nécessité chez nous. Donc, tout dépend de la volonté politique. Et c'est encore une illustration qu'il faut redonner aux politiques toute sa place par rapport au pouvoir économique. Bon. Je souhaiterais quand même, alors, puisque l'émission est achevée, hein, on a dépassé de 11 minutes, je souhaiterais quand même préciser, Michel le sait, hein, puisqu'il a été un petit peu véhément, je souhaiterais lui rappeler que la baisse des prix, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que ça fasse clic et que les prix baissent. Hein, c'est une lutte âpre. Et le PCE il fait sa part, il essaie de trouver des solutions. Toi, tu nous éclaires à partir de ton expérience d'ancien fonctionnaire de la DGCCRF et on essaie d'instruire, on va reprendre cette discussion. Et comme c'est une question politique, il serait de bon ton que le peuple se mobilise. Merci. Voilà. Oui, parce que Bah oui. Parce qu'en définitive, c'est le rapport de force politique. Tout à fait. C'est le rapport de force politique qui va déterminer. D'ailleurs, du coup, on peut redire aux gens que ce qu'ils possèdent, politiquement, c'est leur voix, Absolument. leur corps aussi pour se mobiliser. Et pas seulement Parfois aussi, le boycott. Oui, Vous pouvez tout à décider fait. C'est un acte de politique. bouder. Et c'est un acte politique fort citoyen. Et donc, s'il y a des choses qui vous interpellent,
Vous pouvez aussi décider de boycotter, de ne pas acheter ceci, de ne pas aller dans tel endroit, de limiter... De manière collective. D'accord? Oui, il faut le faire de manière collective. Il faudrait aussi trouver une certaine solidarité parce qu'il suffit qu'on propose un téléviseur si on à veut 99 euros pour si voir on tout veut le en monde. Martinique que les choses changent, parce qu'on est toujours en train de réclamer, on ne peut pas être consommateur de la lutte. Tout à fait. On ne peut pas être spectateur de la lutte. Il y a un moment où nos compatriotes doivent savoir, c'est pas « Oh, regardez, yo, il va ni personne là. » Bah oui, s'ils n'ont pas là, pas ni personne. Béatrice, Bon. soyons lucides, tu mets le champagne à 19 euros, tu vas voir la queue de Mais oui, mais eh ben, il faut qu'on dise aux Martiniquais que ça, c'est la technique. C'est une technique des supermarchés. Ouais. D'accord? C'est des techniques commerciales. Quand Ça les s'appelle ventes le baissent. merchandising. Voilà. Quand les ventes baissent, eh ben, vu qu'ils savent qu'il y a une propension à acheter de l'alcool, notamment du champagne assez forte, eh ben, il faut une grande campagne champagne moins chère. Donc, au cas où, marque champagne, tout de côté, 20 euros, 17 euros, à l'entrée. Et le truc, c'est que depuis où on entrez, oui, mais que depuis où entrer, le réflexe, c'est quoi? Tu rentres, tu prends et puis tu fais le tour. Donc, obligatoirement, tu achètes repars quelque chose. campagne. T'as compris? Tu repars avec un Eh ben, pas moi, hein. Voilà, Je ça vous dis, s'appelle hein. des techniques de merchandising. Exactement. Bon, en tout cas, sur ces bons mots, l'émission est terminée. Grégory, je suis désolé, j'ai encore dépassé le timing, mais bon, comme disait Bertrand au début de l'émission, c'est l'occasion pour nous de développer les idées et d'argumenter de manière à pouvoir vous permettre de comprendre les choses le mieux possible. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis. Nous souhaitons un bon week-end. Et les fêtes arrivent, donc l'ambiance va se détendre et nous vous souhaitons une bonne soirée et à la semaine prochaine dans votre émission Le Kiosque sur Zouk Télévision. Bonne soirée à tous, à bientôt, au revoir. Merci. Merci. Et là...